Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission version originale. Au décryptage ce dimanche 28 octobre, la gouvernance politique du président Patrice Talon, 2 ans et demi après son élection à la tête du Bénin. Quel est l'état des lieux? Quid de l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays? Notre invité est aussi bien un acteur politique, ancien soutien du chef de l'État, qu'un défenseur de la cause culturelle. Avec lui seront bien évidemment mis en exergue des questions liées à la promotion des valeurs endogènes comme outil essentiel de développement. Prince Sono Aligbono, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer d'abord par vous présenter. Vous êtes un manager des entreprises. Quand on parle d'un manager des entreprises, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Quelqu'un par qui on peut avoir de bons résultats lorsqu'on veut entreprendre, c'est ça? Bonjour à tout le monde. Et je dis bon dimanche à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Vous avez très bien fait de dire les auditeurs parce que c'est une émission synchronisée. Tout à fait. Nous sommes regardés à la télévision TVC Bénin, mais également écoutés à la radio Carrefour. Donc vous avez totalement raison de parler d'auditeurs. Tout à fait. Et je vous remercie aussi pour votre compétence et de tous les dimanches, puisque je vous suis d'habitude les dimanches. Je remercie aussi et je salue le promoteur de la maison, puisque grâce à lui, les Béninois vont nous écouter aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Bref, parlant à un moment donné, l'État, le gouvernement ou un particulier qui veut bien que les entreprises prospèrent au Bénin, qu'il s'adresse à vous. Je suis là. D'abord, quand on parle de manager, c'est celui qui gère, c'est celui qui dirige, c'est celui qui organise, c'est celui qui sait ce qu'il doit faire. C'est ça un manager. Donc c'est ce que nous avons appris et c'est ce que nous faisons. Vous ne faites pas que cela, bien entendu, on va en parler tout à l'heure. Je vous laisse finir d'abord la phrase et puis vous voulez enclencher en même temps avec votre rôle à la tête de la fondation qui porte votre nom, c'est bien cela? La fondation, c'est la mienne. Je l'ai créée pour être plus proche de mes frères et sœurs, de mes compatriotes, histoire de leur apporter mon soutien. Donc cette fondation est instituée pour imprimer un dynamisme social au profit des populations à la base. Que fait concrètement la fondation Sono Aligbono? La fondation répond dans beaucoup de domaines, l'éducation, la santé, un peu de tout. Tout ce qui est lié au bien-être des populations à la base, je crois que nous sommes présents. Vous faites dans du social. Vous faites uniquement dans le social, puisque quand on parle du bien-être, sans parler du social, ça veut dire que c'est un non-lieu. Donc nous sommes dans le... L'envergure de votre fondation, je sais que la base, c'est bien sûr le plateau d'Abomey. Boycon, est-ce que c'est une fondation qui œuvre sur l'étendue du territoire national? Vous savez, il faut toujours commencer par quelque part. La fondation a été installée dans le jour, je crois depuis plusieurs années déjà, et on fait le petit bonhomme de chemin et on essaie de faire avec les moyens de bord. On n'a pas de partenaire, mais sur fonds propres, on essaie de gérer pour quand même être utile aux yeux des populations et apporter notre soutien à ces couches les plus démunies. Le thème essentiel de cette émission, eh bien, c'est la gouvernance politique du président Patrice Talon. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'il est à la tête de ce pays. Et nous allons également voir comment est-ce qu'il faut mettre nos valeurs endogènes, voilà, notre culture au service de ce développement-là. Ce qui signifie que c'est plus votre casquette d'acteur politique que nous allons interpeller au cours de cette émission. Vous avez été conseiller communal à la mairie de Boycon. L'initiative n'a pas tellement prospéré puisque vous n'avez pratiquement pas siégé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, la politique est toujours ce qu'elle est. Et j'étais conseiller pendant quelques mois. Bon, je ne sais pas jusqu'à présent les raisons qui ont poussé mon parti politique à me lâcher par moment. Mais quand il y a quelque chose, il faut soupçonner des choses.
Et avant, lors des positionnements, il y avait eu un peu de confusion. Mais finalement, nous nous sommes départagés par une élection primaire. Et lors de cette élection primaire, j'avais bien gagné cette élection primaire. Donc, en réalité, mon positionnement sur la liste de la HB ne devrait plus causer d'éventuels problèmes. C'est-à-dire que vous êtes passé de la position de titulaire à la position de suppléant. C'est ce qui... Bon, c'est ce que la Cour suprême a dit, c'était le 27 janvier 2015, je crois. Bon, vous savez, après, il y avait eu de remue-ménage au sein du parti. Le secrétaire exécutif ne voulait pas que je sois positionné. Histoire, je viens pour lui prendre le poste de maire. Le président du parti avait voulu que nous soyons ensemble. Bon, finalement, on ne s'est pas entendu. Bon, une guerre à l'intérieur de la formation politique, la Renaissance. C'est pourquoi j'avais dit que la politique demeure toujours ce qu'elle est. Bon, ça a continué comme ça. Et après la programmation, du moment où et le positionnement est sanctionné par des élections primaires que j'ai gagné ces élections primaires. Pour moi, mon positionnement ne devrait plus poser de problème. C'est le cas, c'est comme ça que j'ai été positionné. Mais on a dit que le positionnement c'était erroné. Je ne sais pas, moi je ne connais pas, ce n'est pas le candidat qui se positionne, c'est le parti qui positionne le candidat. Finalement, le président donc, de la Renaissance du Bénin, Léa Soglo, vous a lâché parce que vous avez décidé de soutenir le candidat Patrice Talon contre la position officielle du parti de la Renaissance. C'est là où j'en viens, puisque après tous ces guéguerres-là, bon, le chemin, on fait le chemin, hein, on a continué, mais arrivé au moment des présidentielles, il fallait faire un choix. En ce moment, j'avais demandé aux uns et aux autres que nous nous penchions vers le candidat Patrice Talon. Bon, les choix étaient libres. J'étais obligé de m'éclipser un peu avant que le Soglo Père aussi ne se rallie à la candidature du président Talon. Donc c'est après ça, après cette déclaration-là, 2 semaines après, j'ai reçu une convocation que je dois me présenter au niveau de la Cour suprême pour un contentieux électoral. Bon, je suis allé là-bas, les juges m'ont dit que le positionnement était erroné. Bon, j'avais appelé mon président pour savoir ce qui en était. Bon, bref, c'est comme ça. Si je devais raconter toute cette histoire, je crois que nous allons épuiser. Ça va tenir toute l'émission. Voilà. Alors, c'est une histoire longue et drôle. Donc, drôle, amère également pour un acteur politique. Et très frustrant, c'était stressant. Mais un homme prévenu en vaut deux. On va garder l'expression frustration parce qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure avec la même expression. On va garder également des chiffres 27 parce que la Cour suprême aurait tranché le dossier finalement 27 janvier. Oui. C'est bien cela. Oui, j'avais fait une déclaration de soutien. C'était un 2 janvier, juste après la fête. J'avais fait cette déclaration de soutien au président Talon. C'est juste après quelques semaines que j'ai reçu la convocation à mon domicile m'invitant à la Cour suprême. C'est après cela que on a essayé de corriger le positionnement selon ce qu'ils ont voulu. Et c'était en 2016, 2015? Oui, c'était janvier 2016. Janvier 2016. Le chiffre 27 qui va revenir puisque un an après, bon, plus d'un an après, un 27 mars 2017, vous étiez donc promu en tant que chargé de mission à la préfecture d'Uzou. Oui, bon, je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire ce rapprochement, puisque l'autre, le type de conseil, c'était une élection. Et le chargé de mission, c'était pas un décret en conseil des ministres, c'était un décret de 15 janvier, de 15... mais je crois, je n'ai pas la date du décret, mais c'était un 15, conseil des ministres de 15 du mois de mai ou mars, je crois. Mars, et vous avez pris fonction le 27. Le 27, quelques semaines après. Quelques semaines, bien sûr, après cette nomination. Le président Patrice Talon venait ainsi de vous récompenser pour votre soutien. Bon, récompenser, je ne dis pas oui, je ne dis pas non.
puisque c'est celui qui me récompense, qui sait ce qu'il met dans cette récompense-là. Pour moi, la politique n'est pas simplement liée à une récompense, puisque la récompense, ça peut être en nature, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être honorifique. Donc, ce que je m'en vais dire par rapport à cette nomination, d'abord, c'est une nomination, je remercie le chef de l'État pour m'avoir nommé, puisque ça m'a permis quand même, au sein de la présidence, de savoir comment fonctionne ce que je ne savais pas, comment fonctionne désormais une préfecture, je le sais déjà. Donc c'est grâce à lui que j'ai eu, comme on rappelle, ce privilège-là de savoir davantage. Mais j'avais démissionné de ce poste et il y avait eu beaucoup de malcompréhension. On va parler justement de cette démission parce que cela va nous permettre, vous allez le dire, parce que la correspondance que vous avez envoyée au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale en ce moment était restée un peu floue sur les raisons profondes de votre démission. Et justement, c'était un 27 mars 2018, le 27 mars de cette année, ça fait encore un autre 27. Vous démissionnez donc, vous claquez la porte, pourquoi? Oui. Le 27, ça faisait un an jour pour jour. Oui. Et je n'ai pas claqué la porte par plaisir. Vous savez, quand nous venons en politique, c'est bien pour des objectifs. Une chose est de soutenir un homme, mais une autre est de courir aussi pour ses objectifs. Moi, tout homme politique doit quand même se fixer un minimum d'idéal. Je crois que la nomination, je l'avais appréciée à sa juste valeur. Mais il faut faire quelque chose de cette nomination, puisque après tout, j'ai des ambitions politiques. Il faut y aller de l'avant. Faire quelque chose de cette nomination. Je vais vous énumérer en 3 points. Un homme politique doit viser minimum 3 choses. Servir l'intérêt général, servir sa politique, sa propre politique, et se servir. Revenons dans ce contexte de poste de chargé de mission. Je prends l'élément numéro 1. Servir l'intérêt général. Pour moi, dans ce contexte, servir l'intérêt général, c'est de travailler rigoureusement avec mon préfet pour que nous puissions imprimer une autre forme de gestion au sein de nos mairies qui sont de nos ressorts. Puisque la préfecture doit veiller à ce que la décentralisation soit une réalité et profite réellement aux populations, puisque c'est l'idée même de la décentralisation. Donc je me suis dit que avec ce poste, je pourrais quand même faire quelque chose. Un peu comme j'avais envie de travailler avec mon préfet, comme la préfecture de Cotonou. Ce n'est pas nécessairement aller casser les gens, hein. Ce n'est pas dans ce sens que je parle. Mais j'ai remarqué que si nous prenons la préfecture de Cotonou, je crois que le préfet a les mains libres. Mais j'ai remarqué que parfois, la volonté manifeste des cadres de la préfecture d'Abomey, je ne doute pas de ça, c'est des cadres compétents. Le préfet, parfois, affiche une volonté manifeste de travailler rigoureusement pour mettre le département du jour sur les rails. Vous ne remettez pas en cause la volonté du préfet de mieux faire? Non. Il y a parfois une volonté affichée, mais je vois qu'il y a une main invisible qui nous empêche d'aller de l'avant. Avec cette main invisible que je ne sais pas. Ben, le préfet étant le représentant du chef de l'État au niveau départemental, quelle peut être cette main invisible si ça ne vient pas du sommet? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Nous sommes dans un débat politique. Je soupçonne une main libre qui ne nous permettait pas d'avancer, selon moi.
Et finalement, j'ai remarqué que le préfet était devenu l'ami des maires. Donc ça veut dire que finalement, on ne doit pas avoir, on ne s'entend plus à une autre forme de résultat comme moi, je l'aurais souhaité. Il ne doit pas avoir non plus de la méchanceté entre l'autorité de tutelle que représente le préfet. La rigueur n'est pas liée à la méchanceté, non, pas du tout, loin de là. Bon, c'était comme ça, puisque quand même, je sais que à l'avènement du président Patrice Talon, même si je ne gagne pas quelque chose matériel, financier, au moins j'aurais quand même marqué mon passage en tant que chargé de mission à la préfecture d'Abomey. Donc cette mission, j'ai vu que j'ai commencé par échouer dans cette mission parce qu'on a de difficultés à avancer. C'est le premier point. Le désenchantement. Voilà. En plus de cela, de la frustration que vous avez d'ailleurs évoquée dans votre lettre de démission. Bon, cette frustration, bon, je vais développer le second point. Oui. Je dis que le premier point, c'est de servir l'intérêt général que j'ai justifié. Servir l'intérêt général, c'est de travailler rigoureusement et de mettre les communes sur, de poser les bases de développement dans nos communes dans le jour. Bon, le second point, il faut servir sa propre politique. Sa propre politique, c'est les gens avec qui vous avez fait le combat pour amener ce pouvoir-là. Il faut quand même les entretenir. Il faut le faire avec eux. On ne nomme pas quelqu'un et puis paf, il va s'asseoir dans son bureau et que tout est fini. Je crois qu'on peut entretenir la base, c'est ce que voilà, l'électorat. Voilà, l'électorat. Bon, électoral, bon, ce n'est pas nécessairement la base électorale, mais il y a des têtes de pont. Il y a des engagements de part et d'autre. En politique, on ne fonctionne pas seul, j'espère bien. Donc, avec ce poste, je vous rassure, les 1 an, je n'ai pas pu apporter un soutien à un seul jeune du jour. Alors, si je vous comprends très bien, oui. Vous parlez de soutien matériel, de soutien financier. Soutien. Ou pas que. Non. Vous savez, apporter son soutien, c'est de te permettre d'écouter ces jeunes et de leur apporter que quel que soit le soutien. En politique, les soutiens sont nombreux. Il y a plusieurs formes d'apporter son soutien à quelqu'un. Permet à tel jeune de positionner tel jeune à tel endroit, positionner tel jeune à tel endroit. Tout cela, c'est des soutiens. Vous n'aviez pas cette possibilité-là? Non, je n'ai pas cette possibilité. Donc, mon intention n'était pas de venir s'asseoir dans une préfecture et de dire que la vie était belle. Ce n'était pas ça. Le troisième point, servir soi-même. Je crois que si je n'ai pas pu servir les autres, je ne sais pas à quoi bon de s'asseoir là et d'attendre les primes à chaque fin de trimestre. Vous aviez également, et je vous cite, écrit dans votre correspondance, oui. Vous avez mis l'accent sur ce que vous appelez la gestion des salaires des chargés de mission. Bon, j'aurais toujours souhaité que nous déplaçons un peu le débat. Oui, oui, parce que puisque vous parlez de se servir, ça nous renvoie également à une certaine aisance salariale. Tout à fait. Bon, je vous rassure, je vous confirme que jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ces salaires-là. Je n'ai pas encore perçu de salaire. Pendant 1 an, vous n'aviez pas du tout été... Non. En dehors des primes, jusqu'à l'heure où nous sommes, moi, je n'ai pas perçu de salaire. Jusqu'à l'heure où nous sommes. Est-ce qu'après votre départ, vous avez eu des informations? Est-ce que la situation a évolué pour les autres chargés de mission d'autres préfectures? Franchement, je n'ai pas demandé. Vous n'avez pas cherché à savoir? Non, je n'ai pas demandé. Ça fait partie de votre amertume? Bon, non. Et si j'avais mentionné ça dans ma lettre, c'est qu'il y a beaucoup de grincements de dents. Nous avons un forum sur lequel nous, les chargés de mission, nous discutons. Mais la lettre, je sais que ça va
ça va marquer beaucoup d'attention. C'est pourquoi j'ai mis ce volet-là dans la lettre pour permettre à ceux qui continuent de travailler d'être rémunérés. Donc en réalité, si j'ai mentionné ça dans ma lettre, c'est que je pense toujours à mes collègues. C'est de ça qu'il s'agit. Sur le plan politique, je dois signaler que vous êtes le président du mouvement des jeunes, leader révélé de Savès. C'est bien cela? Non, j'avais un ami avec qui on avait travaillé ensemble. Je ne suis pas président du membre de Turcla. Après vous avez travaillé justement, vous êtes un sympathisant de ce mouvement de jeunes qui œuvre justement pour la démocratie et la paix dans notre pays. Après votre départ donc de la préfecture, alors les tournées que vous avez entreprises sont allées en direction des personnalités qui ne sont pas forcément en harmonie avec la gestion du chef de l'État. Je dois citer candidat Zanaï, démissionnaire donc du gouvernement du président Patrice Talon, et après le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Oui, avant d'aborder ce volet, et je crois que je vais parler brièvement d'abord de la gouvernance, puisque si j'avais quitté d'abord la préfecture, je veux être honnête par rapport à moi-même et en face des autres, puisque par exemple, vous venez de citer cette personnalité-là. Si j'étais au poste, quand je suis allé voir le président Azanaï, par exemple, si j'étais au poste, quand j'étais allé voir le président Soglo, on pouvait me dire que je suis en train de vouloir vendre les informations qui venaient de la préfecture. Et que, machin. Pour éviter tout cela, il faut se débarrasser de certaines choses, soit libre et aller de l'avant. Parfois, on peut avoir le bien et chercher le meilleur. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, quelle est ta position politique. C'est justement de cela que nous sommes en train de parler, et votre décryptage de la gouvernance politique du président Patrice Talon. On voit une déception d'un soutien d'un candidat, plus tard d'un chef d'État, qui, à un moment donné, ne se reconnaît pas dans la gouvernance de ce président de la République. Nous allons aborder le volet donc gouvernance du président Patrice Talon. Quels sont les points qui, selon vous, doivent être revus? Doit-on revoir pour justement asseoir une bonne démocratie et une gouvernance au service du développement selon vous? Je voudrais qu'on parte d'un événement à la fois donc actuel mais également historique. Nous sommes dans la semaine du 26 octobre. 26 octobre, ça nous rappelle forcément l'année 1972, le coup d'État, la révolution. Voilà une gouvernance qui allait s'installer et qui va finalement plus tard céder sa place à la démocratie à partir de la conférence de 1990. Des présidents vont se relayer à la tête de l'État, dont le président Patrice Talon, dont on va parler de la gouvernance dans un instant. Je voudrais qu'on replonge un peu dans cette histoire politique de notre pays et de son évolution. Le 26 octobre, une date mémorable au Bénin. Elle rappelle un fait important dans l'histoire politique du pays. Ce jour-là, en effet, les officiers de l'armée chassaient l'exécutif au pouvoir, Justin Aroma-Degbe, par un coup d'État. Une nouvelle page politique du Bénin s'ouvrait. Elle était écrite par le général Mathieu Kérékou. Pour les témoins de l'histoire, ce coup d'État marquait la fin de l'instabilité chronique dans notre pays. 46 ans après, que reste-t-il? Les souvenirs semblent tous s'évanouir et la jeune génération est très peu informée. 26 octobre. Effectivement, actuellement, je ne me souviens plus de ça. Je ne me souviens plus. Mais ça je me souviens de quelque chose qui s'est passé. La date du 26 octobre 1972 me rappelle le jour où Mathieu Kérékou a pris le pouvoir. La date du 26 octobre me rappelle le jour où le gouvernement militaire révolutionnaire a pris le pouvoir au Bénin.
En effet, après son accession à la souveraineté internationale le 1er août 1960, le Bénin a connu des moments de grande crise sociopolitique avec des coups d'État fréquents et une instabilité observée nulle part ailleurs. Le 26 octobre 1972 marquait le démarrage d'une nouvelle époque. Une révolution s'installait. Le souvenir d'un fait marquant de cette histoire politique du Dahomey est toujours vivace dans les mémoires. Donc, 26 octobre 1972, c'est ce coup d'État-là, fait par Mathieu Kérékou, et qui a pratiquement arrêté cette instabilité. En réalité, c'est ce qui devrait pouvoir être enseigné au niveau de la classe politique, aux militants, aux militantes des partis politiques, justement. Le 26 octobre 1972, le 30 novembre 1972 ou 30 novembre 1974 et bien d'autres dates de l'histoire disparaissent peu à peu du programme scolaire. À en croire Bogan Christophe, professeur certifié d'histoire, seuls les élèves de la classe de terminale bénéficient de l'enseignement de ces faits marquants de l'histoire de notre pays. On enseigne ça aux élèves dans le programme de terminale. Il y a une partie d'une situation d'apprentissage qui prend en compte cette étude-là. Dans cette étude, on distingue 3 grandes périodes, 1960 à 1972, 1972 à 1990, j'allais dire de 1990 à nos jours. Il faudrait pouvoir élaborer des manuels scolaires qui mettent l'accent sur nos réalités politiques, nos réalités sociales, nos réalités culturelles, pour que les générations de Béninois que nous formons puissent être véritablement au parfum des réalités de leur pays, ce qui ne se fait pas souvent. Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'on peut relever des défis qui attendent. Un peuple sans histoire est comme un arbre sans racines, dit le penseur. Privilégier l'enseignement de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale au détriment des grands faits nationaux dans le programme scolaire est un sujet de réflexion pour certains. Pour que ces dates soient gravées dans la mémoire des Béninois, des actions urgentes s'imposent. Au-delà des interventions, notamment de la jeune génération, qui certainement n'a pas connu cette époque-là, au-delà de cela, nous avons pu voir, disons, là où le professeur Biobigou a pu mettre l'accent, à savoir mettre plus en exergue les réalités donc politiques, sociales et culturelle de notre pays, tout cela au service du développement. Les chefs d'État se sont relayés à la tête du pays. On a eu également des régimes qui se sont relayés, chacun avec sa particularité. Qu'est-ce que la gouvernance politique du président Patrice Talon a de particulier, selon vous? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que chaque gouvernant, chaque pouvoir imprimant sa manière de gestion. Et selon moi, j'estime qu'il y a une manière universelle de gérer le pouvoir d'État. De la gestion de la cité. De la gestion de la cité. Quand je parle de manière universelle, je parle de l'attention qu'on a vis-à-vis de son peuple. Puisque quel que soit ce que vous aurez eu à faire, tout va se justifier par le lien que vous établissez avec votre peuple. Je veux parler des relations que vous installez avec votre peuple. C'est ça qui va définir votre gestion. Est-ce que c'est une définition universelle qui se décline par des particularismes? Oui. Dans tous les domaines, c'est la relation que vous avez avec votre peuple. C'est la relation que vous établissez avec votre peuple. C'est ça qui va définir votre gestion, selon moi. Puisque, parlant du pouvoir du président Talon, moi, je vais vous dire 3 choses qui vont vous sembler des faits
anodin? Oui, des faits qui n'ont pas d'importance, mais ce sont ces faits-là qui vont définir et qui définissent déjà la gouvernance du président Patrice Talon. Quels sont ces 3 points, M. Ali Bono? Le premier point, sans vous mentir, tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, moi j'estime que je vois, et j'avais même prédit dès le premier jour des cérémonies officielles de prestation à Porto-Novo. J'y étais, mais je vous ferai le fait 1. Vous savez, après la cérémonie d'investiture qui s'est produite à Porto-Novo, après cette cérémonie, vous savez, Talon n'a pas pu offrir une journée de fête pour les Béninois. C'est un indicateur très sérieux, c'est à prendre au sérieux. Quel rapport cela a avec le développement? Dans nos langages, chez nous, il y a un langage qui dit, il y a un adage qui dit ça veut dire simplement que si lors d'une invitation ou d'une fête, on ne vous amène pas de l'eau pour vous laver les mains, n'attendez pas à grande chose. Il avait annoncé qu'il y avait des urgences. Est-ce que ce n'est pas face à ces urgences qu'il a il n'y a aucune urgence. De mettre en veilleuse de la distraction? Aucune urgence. Qui, avec les risques que ce peuple-là a pris lors des campagnes, les stress, et puis ça s'est soldé par une victoire et une demi-journée pour offrir un pot aux Béninois, si ça doit entacher sa gouvernance, si ça doit le retarder dans sa gouvernance, là je dis, je suis désolé. Je vous dis que c'est des facteurs, c'est un indicateur très déterminant. Et c'est ça qui va justifier la gestion de Talon jusqu'à la fin. Le fait de n'avoir pas organisé cette fête populaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Comme quoi? Comme je suis en train de dire, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas à manger. C'est simplement ce que ça signifie. Si après une fête, le président s'est retranché et se sont vus entre copains et puis tous les autres sous le soleil, dans la pluie, dans la poussière, tous ceux-là, on a dit, mais allez commencer à travailler. Expliquez-vous, on parlait de quel travail? Pour ceux qui ne travaillent pas ou pour tout le monde? Il n'y a à manger pour personne, c'est votre lecture? Non. Tout le monde sait que après une victoire, il faut célébrer la victoire. Il faut célébrer la victoire. Et cette victoire, il faut la célébrer avec ceux avec qui on a pu avoir cette victoire comme une réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas juste après l'investiture, il faut se dire que mettez-vous au travail. Non, je crois que c'est une façon de nous insulter. Donc un indicateur qui détermine sa gouvernance, dites-vous. C'est pourquoi je dis. L'un des indicateurs. L'un des indicateurs. Secondo, le président a voulu venir dans le jour, dans le temps. Vous savez, ça se confirme encore. En voulant venir dans le jour, pour ce que le jour lui a donné comme électorat, on exige 300 personnes. Le président vient, mais il rencontre 300 personnes. C'est une façon de dire que je n'ai plus votre temps. C'est ce que ça signifie. C'est votre interprétation. C'est personnel. C'est ce que ça signifie. Ça peut signifier autre chose également. Bon, ça revient à lui de le dire. Pas forcément avoir un bain de foule. Non, pas un bain de foule. Nous savons, je dis que quand nous venons dans le jour, nous avons les têtes de pont, nous avons nos dignités. Est-ce que vous vous mettez d'accord avec moi que ce n'est pas 300 personnes? On ne dit pas
de réunir tout le jour quelque part pour les remercier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a demandé les représentants des leaders d'opinion. Les représentants ne sont pas 300 personnes. Je suis désolé. Ils sont plus que 300. Ils sont plus que 300. Ceux qui ont mouillé. J'avais demandé 10 invitations pour les dignitaires, quelques têtes couronnées, avec qui j'ai pris beaucoup d'engagement. Mais je n'ai pas eu, je n'ai pas eu ces 10 cadres-là pour que c'est... Je ne parle plus de moi-même, mais pour que ceux-là qui ont prié, qui ont travaillé, qui ont œuvré acharnement pour l'avènement, pour que le président prenne le pouvoir. Et puis, on vient dans le jour, le plus grand réservoir qui t'a donné plus d'électorat, et puis on dit que 300 personnes. Vous étiez à cette rencontre? J'y étais. Vous n'avez pas pu faire venir tous vos Non, on ne parle même pas de tout. Je dis, moi-même, c'était difficilement, je suis rentré dedans. Paix à son âme, c'était Agbaleno qui était venu enlever, comme on appelle, son badge pour me porter. Puis j'étais là, et puis je suis parti pour un rendez-vous, je suis revenu. Je dis que c'est ça qui définit au jour le jour la gestion. Deuxième indicateur, donc, selon vous? Troisième indicateur, la coordination de campagne. Cette coordination a été abandonnée. Je dis cette coordination a été abandonnée. La coordination dans le zoo, je dis toutes les coordinations. Puisque chaque département, chaque localité a sa coordination et on avait fusionné et tout le monde était ensemble pour faire le travail. Cette coordination a été abandonnée de telle façon que après les élections, ce qu'on a vécu sur le terrain politique, puisque nous sommes livrés aux populations et on ne savait plus à quoi s'en tenir. Ce que je viens de citer là, vous pouvez prendre ça comme des faits qui n'ont aucun porté. Mais c'est ce qui se passe. Alors, vous avez donc cité des signes annonciateurs d'une gouvernance que vous décriez. D'une gouvernance aujourd'hui que le peuple ne se retrouvera jamais dedans. Une gouvernance que vous décriez, mais vous citez des indicateurs alors d'ordre plus, disons, culturel, d'autres plus sociologiques, que des indicateurs qui guident une démocratie, la gestion de la cité telle que vous le définissiez tout à l'heure de façon théorique. Le chef de l'État élu n'était pas obligé de faire une fête populaire, il n'était pas obligé en venant dans le zoo. Il n'y a aucune base juridique qui l'y oblige, monsieur. Voilà. C'était une obligation, puisque c'est en ce moment que le président aura encore l'occasion d'écouter. Puisque avant de gérer, il faut écouter. C'est des occasions qui vont permettre au chef de l'État d'écouter les uns et les autres. Le chef de l'État a plusieurs canaux d'écoute. Vous êtes d'accord avec moi? Ces canaux ne sont pas toujours crédibles, puisque c'est des canaux qui sont téléguidés par des intérêts, bon, je ne sais pas. Mais ce n'est pas... Quand on a des services de renseignement, les services de renseignement savent ce qu'ils doivent faire. Mais il faut toujours avoir des renseignements parallèles. On ne se fie pas seulement à son service de renseignement pour avancer. Il faut avoir beaucoup de pistes pour les renseignements. Alors, vous citez donc, vous dites, selon vous, là où le chef de l'État, dès le début de son mandat, là où il a trébuché, pas de fête donc populaire, la rencontre d'Abomey qui a été trop restrictive, et puis vous citiez l'abandon de la base électorale, donc des coordinations dans chaque département, dans chaque commune. Et quelles ont été les conséquences, selon vous, de cela sur la gouvernance du président Patrice Talon aujourd'hui? La gouvernance, c'est ça qui justifie simplement, puisque quand les faits sont posés, ne regardez pas nécessairement les faits,
Mais il faut tenir compte de la psychologie des faits. C'est-à-dire? C'est la psychologie des faits qui importe le plus. Par exemple, si je viens de dire, le président, après les cérémonies officielles à Porto-Novo, a délaissé, a laissé. C'est une façon, si je fais mes analyses, c'est une façon de dire simplement que je me soucie moins de ceux-là. C'est ce que ça signifie. Je me soucie moins de ceux-là. Maintenant, quand on se soucie moins de quelqu'un, comment pourra-t-on définir les stratégies qui pourront amener au bien-être de ces derniers? Quand je me soucie moins de vous, comment est-ce que je pourrais bien réfléchir et vous apporter des solutions? Je ne crois pas. Avant que je ne réfléchisse et vous apporter des solutions, il faudrait que je pense réellement à vous. Et le chef de l'État aussi l'a dit. Je pense beaucoup à moi-même. Mais c'est ce que ça signifie. Prenez toujours cet aspect-là et avancez avec le chef de l'État. Ça va toujours rejoindre ce premier jour. Ça va toujours. Puisque le chef d'État a dit, je pense à moi et je pense toujours à moi-même. Ce n'est pas mauvais de penser à soi, mais c'est encore bien de penser aux autres. Monsieur Sono, je voudrais quand même qu'on reste sur les bases qui définissent la gouvernance d'un pays, la façon dont le chef de l'État dirige le pays, l'organisation du système partisan, les bases juridiques pour aller vers des élections crédibles, la liberté d'expression, la justice donc crédible. Et puis forcément donc la corrélation, disons, plus autonome des institutions de la République. Je voudrais que notre appréciation porte sur ces points essentiels pour nous vraiment réellement projeter vers la question de développement, lorsque nous parlons de la gouvernance talent. Bon, la gouvernance, c'est aussi un programme. C'est aussi un programme. Actuellement, la gouvernance du président Patrice Talon est basée sur les réformes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les réformes, on dit que le peuple béninois a voté pour les réformes. Je dis non, c'est faux. Comment c'est faux? Je vais me justifier. Dans un premier temps, nous avons le nouveau départ, le programme du candidat Patrice Talon. On est allé aux élections, le premier tour. Ce programme a recueilli, je crois, 24%. Donc, si nous allons parler objectivement, le peuple béninois a voté les réformes à hauteur de 24%. On est venu à la rupture, la coalition de la rupture. Quand on parle de report de voix, soit, oui, c'est le terme que nous utilisons, report de voix, en réalité, ce n'est pas report, c'est la fusion des programmes. C'est la fusion des programmes. Je vais vous donner l'exemple, ça veut dire que nous passons de la rupture et du nouveau départ à la rupture. Ça peut être l'adhésion des autres candidats à la cause du candidat Patrice Talon. Non, ce serait une fusion de programmes. À laquelle le peuple a adhéré. Voilà. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Si le peuple avait adhéré à 100% aux réformes du président Patrice Talon, il aurait eu un chaos au premier tour. Je prends l'exemple du président et du ministre Abdoulaye Biotchane. Par exemple, c'est un exemple. Lors des campagnes, il a dit, dès que je serai au pouvoir, les victimes de ICC Service, je les rembourserai. Ça fait partie de son programme. Bon, son ralliement à la rupture, ça veut dire que ce programme devrait se retrouver dans le programme de la rupture. Nous ne connaissons pas les deals qu'il y a eu entre les différents candidats.
s'il y a de deal, ça veut dire que où se trouve le peuple dedans? Le peuple a adhéré Le peuple a adhéré au programme de Biotchané, c'est pourquoi il a réuni un pourcentage donné. Maintenant, ce pourcentage, le peuple avait vu l'autre candidat avec ces réformes-là avant de voter pour lui. Donc, quand on parle de report de voix, pour moi, l'analyse simple, technique, c'est une fusion de programmes pour que tout le monde se retrouve dans ce programme et gérer de façon consensuelle la cité. Et nous sommes d'accord que ce n'avait pas été clairement défini tel que vous le dites. Je ne sais pas, puisque le peuple avait la possibilité de ne pas suivre, enfin, les militants de tel ou tel candidat avaient la possibilité de ne pas suivre le leader. Quand vous demandez au second tour à vos militants de voter pour telle personne, c'est une façon de dire aux populations que le programme que je vous avais proposé, c'est ça que j'avais soumis aux candidats que nous voulons soutenir au second tour. Et qu'il avait accepté. Et qu'il avait accepté. Cela a donné 65%. Voilà. Qu'est-ce que vous... quelle est votre, finalement, appréciation? Vous voulez dire que le président de la République gouverne le pays avec son taux du premier tour, avec ses idées du départ? Voilà. C'est ça? C'est pourquoi, quand les uns et les autres parlent de pouvoir personnel, je partage pleinement cet avis-là. Le pouvoir est vraiment personnel, puisque ce que je suis en train de voir, je vois que c'est l'unique pensée du chef de l'État que nous sommes en train de vivre, de gérer depuis le 6 avril 2016. Vous semblez parler au nom de ceux-là, vous avez évoqué tout à l'heure Biotchané, on peut également évoquer Koupaki, ceux-là sont encore dans le gouvernement du président Patrice Talon. Le tout ne suffit pas dans le gouvernement du président Patrice Talon. Qu'est-ce qu'ils en font de leur programme? Où se trouve le volet? Ils ne se sentent pas pour autant offusqués. Bon, ça revient seulement à eux de le dire. Puisque quand on participe à quelque chose, d'abord, je ne participe pas au débat, c'est pourquoi j'ai pris du recul. Puisque je suis à un poste où je dois dire que tout ce qui se passe était bon. Mais ne voulant pas être malhonnête, mais ça fait partie de l'une des raisons de ma démission. Puisque servi à une préfecture, vous ne prenez pas des initiatives. C'est les initiatives, vous relayez, vous ne faites que relayer les initiatives de l'État central. Rester quelque part et relayer tout le temps. Si c'est mauvais, tu vas dire que c'est bon. Si c'est mauvais, tu vas dire que c'est bon. Ce n'est pas digne. Alors, dans la réalité, qu'est-ce que vous dénoncez? On va peut-être y aller, on va faire du cas par cas. La gestion du système partisan, les réformes du système partisan. Bon, si nous devons réformer, d'accord, tout le monde sait que quand le temps évolue et que les choses changent, il faut aussi s'adapter. Nous sommes d'accord qu'on doit s'adapter. Maintenant, si dans l'adaptation, nous devons être encore dans une malaise totale que le point de départ, autant mieux qu'on s'asseye et qu'on repense. Quel est le malaise, M. Aligbono? Le malaise d'abord, réformer, changer les choses d'abord, d'accord. Mais avant de changer, il faut y penser. Je prends l'exemple des casses par exemple. Le pouvoir en place dit que le pays était dans le chaos quand ils ont pris le pouvoir. Et vous étiez d'accord? Bon. Vous aviez soutenu le candidat Talon? Bon, je n'ai pas soutenu le candidat Talon dans des critiques. J'ai soutenu un programme. Et j'ai soutenu avec amour et conviction. Je ne suis pas allé sur le terrain et parler de Yahi Boni. Je ne suis pas allé pour parler de Lionel Zinsou. Je suis allé pour parler du programme d'action du gouvernement. Dans le temps où on parlait de Agbonon. Je suis allé là-bas quand je parlais de Agbonon. C'est aujourd'hui que la déception va à son paroxysme. Sinon, quand on parlait de Agbonon, pour moi,
c'était de l'électricité. C'était le nom de votre champion? Oui. Agbono, pour moi, une fois au pouvoir, l'électricité sera subventionnée. Pour moi, Agbono, une fois au pouvoir, l'eau de robinet sera subventionnée. Pour moi, Agbono, les Béninois auront les soins de santé à moindre coût. C'est de ça que j'appelle Agbono. Vous ne voyez pas venir cela, c'est ça. Vous avez cité 3 exemples. L'électricité. L'électricité, le gouvernement du président Patrice Talon a promis qu'on aille progressivement vers la pleine électricité. Donc on va à un moment donné finir avec le délestage. Ne voyez-vous pas cela? Pour l'eau, il y a des initiatives qui se prennent pour élargir donc, la couverture du Bénin en eau. Ce n'est pas encore évident, selon vous, si je vous suis parfaitement bien, c'est cela? Je crois, dans tout ce que nous sommes en train de dire, sans oublier les soins de santé. Dans tout ce que nous sommes en train de dire, le développement n'est pas lié aux grands travaux. Le développement, c'est d'abord le quotidien des uns et des autres. Le social. Le social, c'est ça d'abord. Sinon, vous aurez beau de grands bâtiments, mais vous n'aurez pas de quoi manger. Le pays, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons rien comme richesse. C'est un pays fiscal. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui produit de la richesse au Bénin? Moi, je ne sais pas. Nous avons le coton. Bon, le coton... Le PIB, vous avez suivi cette actualité, a pu grimper à 5% grâce au coton qui a apporté près de 3% à cette augmentation du produit intérieur brut. Je ne suis témoin de rien. Donc je ne compte pas aborder ce volet-là. Mais le coton était là depuis longtemps. Mais tout ce qui se dit autour de cette filière-là, est-ce que c'est toujours bien d'avancer dans ce sens? Point d'interrogation. Selon vous? Cette filière profite à qui? Point d'interrogation, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret. Raison de plus. Mais les statistiques sont là, M. Aligbono. Je n'ai pas pris connaissance de ça. Donc, il faut parler de ce qu'on sait. Peut-être que c'est à vous de m'informer maintenant que... Vous êtes un acteur politique, vous êtes appelé à gérer je ne suis pas... Vous devez être au courant de l'évolution des choses. Je ne suis pas un agriculteur. Je ne suis pas un agriculteur. Je ne sais pas ce que le coton donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça revient seulement. Et si vous voyez qu'avec seulement le coton, que les Béninois peuvent s'en sortir. Je vous ai donné un exemple. Oui, ainsi, hein. On peut multiplier peut-être les exemples. Il y a la réforme au niveau du port autonome de Cotonou qui devrait à terme permettre au Bénin d'engranger de ressources. C'est l'objectif fixé par le gouvernement Talon. Je vois chaque jour, on dit que les recettes portuaires baissent de jour en jour. Je ne travaille pas au port, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui me concerne, moi, les Béninois vivent comment aujourd'hui? Si le port marche, le coton marche, d'abord, au niveau du coton, les produits, les intrants, est-ce que tout ça là, est-ce que c'est fiscalisé? Je ne sais pas. Mais actuellement, alors nous sommes, comment est-ce que les Béninois vivent? Le panier du ménager, comment se retrouve aujourd'hui, après 2 ans révolus au pouvoir? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est ce à quoi il faut. Ce n'est pas les chiffres sur papier qui vont apporter le bien-être
dans le cœur des Béninois. C'est ce qui se passe sur le terrain. Ce que vous reprochez donc à la gouvernance du président Patrice Talon, c'est de n'avoir pas mis le social au cœur de ses préoccupations. C'est bien ça? C'est de n'avoir pas mis le social, et aussi le président n'est pas à l'écoute de son peuple. Le président n'est pas à l'écoute de son peuple. J'ai l'impression que le président est en contradiction avec son peuple. Juste une impression ou une réalité? Non, non, non. Une réalité ce n'est pas, ce n'est pas une impression. Quand vous voulez me dire que les populations sont contents qu'on augmente les frais de péage, par exemple. Il y a eu des mouvements d'humeur. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas eu de grand soulèvement suite à ces augmentations. Bon, donc il devrait y avoir de soulèvement avant qu'on ne comprenne que ça n'allait pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit, M. Aligbouna. Bon, alors là, comprenez que ce qui se passe n'est pas bien. Et le soulèvement, ce n'est pas toujours physique. Le soulèvement, ça commence déjà d'abord à l'intérieur de chacun. Ce n'est pas le jour que les gens vont se lever, ce n'est pas ce jour-là qu'ils sont mécontents. C'est que ça se cumule et ça s'éclate. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, même cette affaire, quand je dis que le président prête moins d'attention à son peuple, prenons le volet augmentation des frais de péage, par exemple. Je laisse même le volet augmentation. Et j'aborde la façon dont la décision a été appliquée. Vous prenez votre véhicule, vous allez à Porto-Novo, vous payez peut-être 200 ou 150. Au retour, on vous dit que c'est augmenté. La mesure n'a pas été annoncée avant d'être appliquée? Au moins, un préavis. À tel moment, nous allons augmenter les péages pour telle et telle raison. Mais c'est aussi ça la gestion. Un mercredi, lors d'un conseil des ministres, et puis le lendemain, celui qui va à Porto-Novo, il se retourne, ou bien celui qui va à Ouida, il se retourne, on lui dit que, bon, monsieur, ce que vous avez payé en allant là, au retour là, ce n'est plus ça, hein, c'est déjà, c'est insulter ce peuple. Et rejoignez-moi sur le premier aspect que je vous ai dit. Ça doit toujours rejoindre cet aspect-là. Le manque de fêtes populaires après... Quand vous parlez de manque de fête, j'ai l'impression que ce n'est pas... J'ai caricaturé par le manque d'attention. D'écoute. D'écoute. Puisque le pouvoir, il n'y a rien en dehors d'écouter. On ne se fatigue pas d'écouter. Tu écoutes tout le monde. Alors, sur la question du social, ça revient régulièrement hein, au cours des débats à la radio, à la télévision. Le chef de l'État l'a annoncé. Il a annoncé des réformes. Il a expliqué à son peuple que ça va être dur. On l'a suivi récemment à l'Assemblée nationale, dire qu'on va devoir se serrer les ceintures et promettre, bien évidemment, qu'à partir de cette année 2018, on va pouvoir avoir quelques retombées de ces réformes-là. Franchement, sans faire du foutage de gueule, je m'en vais vous dire que à cause de la façon dont les choses se gèrent, à cause des comportements des uns et des autres, à cause de la ruse, à cause de la rage, sans vous mentir, le PAG, le programme d'action, est en train de tourner à une sinistre présenterie. La ruse et la rage, ce sont les qualificatifs que vous, puisque façon dont les choses à la gestion du président. Oui, on sent trop de manipulation, on sent trop de ruse. Je crois que c'est le discours de l'opposition. Non, ce n'est pas le discours de l'opposition. Nous voyons tout ce qui se passe, non? En réalité, l'opposition
Ce n'est pas ceux qui parlent, ce n'est pas moi, ce n'est pas comment on appelle les leaders politiques qui parlent. Aujourd'hui, l'opposition, c'est le peuple. L'opposition, faites des sondages et vous allez voir. L'opposition, bon, quand on est dans un pays, il faut dire quelque chose, il faut se faire entendre. C'est pourquoi nous sommes en train de parler ici. Vous pensez que cette position est donc celle de la majorité des Béninois? Tout à fait, tout à fait, sans doute. Je vous rassure sur ça. Avant d'évoluer dans nos échanges, peut-être une ou deux questions de téléspectateurs qui disent être d'accord avec vous sur certains plans, mais qui veulent quand même savoir si c'est possible de se développer du jour au lendemain. Est-ce que vous n'êtes pas trop pressé? En réalité, c'est le président de la République et son gouvernement. En réalité, ce sont eux qui sont pressés. Comment peut-on envoyer un malade anémié dans un bloc opératoire? Quel est le lien? Quand un médecin veut faire une intervention chirurgicale, il faut traiter d'abord l'anémie. Nous n'allons pas serrer les ceintures pendant 5 ans. Mais c'est fini ça. On est dans la merde. Carrément. Carrément, on est dans la merde. Deuxième question du citoyen, il s'appelle Firvo Medebou, merci à vous d'avoir précisé votre identité à la fin de votre message, de vos questions. Quelles sont les... Alors, de façon claire, vous demande-t-il les réformes pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord? De toute façon, toutes les réformes sont encore à la phase d'expérimentation. Nous sommes d'accord. Puisque après chaque réforme, il faut suivre, c'est toujours la phase d'expérimentation. Voir ce que ça va donner, voir comment ça évolue, ainsi de suite. Donc on ne peut pas juger, c'est ça, à l'étape actuelle? On attend d'observer. On attend de voir les résultats. On attend de voir comment est-ce que ça va prospérer, comment est-ce que ça va apporter un plus pour les Béninois. Et aussi, je voulais aussi marquer un point sur les consensus. On ne fait jamais le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Il faudrait que tout se passe autour du consensus. Monsieur Alibono, nous allons évoluer dans nos échanges, parler de la gouvernance politique du président Patrice Talon à la lumière de la démocratie, de la sauvegarde de cette démocratie, du respect donc des questions de droit dans notre pays. L'actualité qui focalise les attentions, c'est non seulement la création de la CRIET, de cette cour-là de répression des crimes économiques et du terrorisme, mais également l'une des dernières décisions que cette cour a rendues. Je voudrais vous proposer d'écouter les avis de deux personnalités, on va dire juridiques, mais également politiques sur cette actualité. Et puis, je vais vous demander ce que vous en pensez. J'avais connu de ce dossier en première instance. Aujourd'hui, le dossier est pendant devant la CRIET, souffrait que l'homme Jacques Migan, avocat, ne puisse se prononcer sur ce qui a été fait, ce qui a été dit dans la condamnation d'hier. Donc, s'il y a des jugements à porter sur ce qui a été dit à l'audience d'hier, je vous dis que les voies de recours sont ouvertes pour ce qu'il y a lieu de faire après une décision rendue. Lors d'une visite de notre président de la République en France, il disait, je cite, à certains moments donnés, il faut s'arrêter. La justice est pour tous les Béninois et n'importe quelle personne peut répondre d'un certain nombre de dates devant la justice. Nous sommes actuellement dans une époque où rien ne sera plus fait comme avant. La justice va faire son travail, quel que soit le rang de la personne. C'est la même justice qui a condamné quelqu'un qui a diffamé le président Diamond. Cette justice a bien fait son travail. Et cette justice aussi va bien faire aussi son travail par rapport au président Diamond. Donc la justice béninoise, pour moi, est en marche. Mais
l'impact sur le plan politique, je crois que, Madame la journaliste, et vous et moi, notre préoccupation, c'est que notre pays soit un pays de paix. Nous savons ce qui se passe lorsque les gens font ces genres de trafic. Deux personnalités politiques donc, qui étaient au micro de Gisèle Azonron. Quel est votre avis sur la question de la démocratie et du respect des droits humains dans notre pays? Merci. À la lumière, bien évidemment, de cette actualité. Voilà. Et je m'en vais aborder la question plus dans le sens politique, puisque la création de la criette vient des politiques. Si je ne me trompe pas, c'est une loi qui a été initiée par le gouvernement et envoyée à l'Assemblée. Et votée à l'Assemblée nationale. Votée à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ça vient, c'est d'abord une proposition venant des politiques. Je vous ai toujours dit que il faut toujours tenir compte de la psychologie des choses. La première question que je me pose, pourquoi 7 coups? C'est dans sa définition. Non, je ne dis pas. Donc ça veut dire que depuis, disons, l'avènement de notre démocratie, donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de coup qui faisait un travail. Sur le terrorisme? Les crimes économiques? Monsieur Ali Bono? Bon, cela vous fait rire? Je crois que nous avons des juges compétents. Donc une cour de trop, si je suis votre raisonnement? Selon moi, il ne devrait pas exister ce cours-là, cette cour-là. Pourquoi? Si je me penche simplement sur la psychologie qui a amené à créer cette cour-là, on pouvait juste donner et assainir ce qui existait. Et puis je suis en train de voir que on a tendance à tout modifier, à tout changer. Pour moi, ce n'est pas utile si on n'a pas d'autres intentions derrière la tête. Maintenant, je disais tantôt que la proposition de cette cour vient d'un courant politique. Sur les réseaux sociaux, je vois les gens s'attaquer au procureur Togbonon. Je dis non. Le procureur n'en est pour rien. C'est quelqu'un qui lui a remis l'âme. Il respecte les tests. C'est tout. Maintenant, si nous devons nous en prendre à quelqu'un, c'est nos politiciens. C'est nos élus. L'Assemblée nationale légifère, c'est l'Assemblée nationale qui a voté justement les textes qui régissent cette cour. Si nous devons s'en prendre à quelqu'un dans cette histoire de criette, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont nos élus. Et je ne sais pas, monsieur le journaliste, vous aimeriez que demain on vous arrête et que pour aller perquisitionner votre domicile, on n'a pas besoin de votre présence? C'est le Bénin que nous voulons aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous arrête, qu'on vous reproche quelque chose et qu'on exclue toute contradiction? Si c'est ce que disent les tests, monsieur Ali Bono. C'est cette république-là que vous voulez? Les tests sont votés à l'Assemblée nationale. Mais c'est déplorable. Il y a la possibilité, nous avons des élections en vue, monsieur Ali Bono, des élections législatives. On va revenir là-dessus, mais avant, je voudrais qu'on parle
de comment mettre la culture. Vous en avez parlé tout à l'heure, on l'a suivi également à travers l'élément dans lequel on a pu voir le professeur Léon Biobugou réagir, mettre la culture, les valeurs endogènes au service du développement de notre pays. Est-ce que cela se fait suffisamment? Quelles sont vos propositions pour aller vers cette option-là? Et on va le dire en partant de votre actualité. Récemment, vous étiez dans une tournée dénommée 41 jours, 41 demandes, 41 plaintes devant 41 divinités Tolegba pour sauver la démocratie et l'état de droit. Dites-vous, pourquoi 41? Merci, monsieur. D'abord, j'insiste sur un fait. Cette activité, cette initiative n'est pas dirigée contre la personne du chef de l'État. Que les gens cessent d'intoxiquer l'opinion. D'abord, j'insiste sur un fait. L'affermissement de la démocratie ou sa liquidation ne dépendront pas de la personne unique du chef de l'État. Mais vous dites pour sauver la démocratie. C'est ça que je dis. Elle est en danger? Je dis la liquidation de la démocratie ne dépendra pas de la personne unique du chef de l'État. Si la démocratie doit s'affermir, si ça va s'affermir, ça dépendra de vous et nous. Vous adressez à tout le monde. Des institutions de la République. Voilà. Il faudrait que chacun joue sa partition. Si je vais sur les réseaux sociaux pour intoxiquer, je sais bien que l'acte que l'opposition vient de poser, ce n'est pas bien et je soutiens. Je vais sur les réseaux sociaux, je vois que ce que le gouvernement vient de faire n'est pas bien, mais je soutiens. Est-ce que ça participe réellement à l'affermissement de la démocratie? Si je vais à l'Assemblée en tant que député et que je dois voter une loi yeux fermés, mais c'est la démocratie ça? Non, ce n'est pas comme ça que nous allons fonctionner. Parlons maintenant de l'acte. Vous aurez pu organiser une conférence, vous aurez pu faire des marches. Il y a plusieurs manières de le dire pour sauver donc la démocratie et l'état de droit. Pourquoi aller devant 41 divinités Tolegba? Expliquez-nous un peu. On a du mal à comprendre 41 jours, 41 demandes, 41 plaintes devant 41 divinités Tolegba. Voilà. Je le disais tantôt que ce n'est pas une activité qui est dirigée contre la personne du chef de l'État. D'abord, penser comme ça, c'est être très naïf. Agir en petit esprit pour croire que Prince Sonali Bonon parcourt de divinité en divinité pour appeler le nom de Patrice Talon, tout comme si quelqu'un est témoin de ce que je dis là-bas. L'opération, d'abord, c'est une opération purement basée sur la foi. Ce n'est pas des pratiques occultes, non. Ce n'est pas une cérémonie, un fait qui demande même de l'eau, ça ne demande pas de l'huile, ça ne demande pas de mouton, ça ne demande pas de sang, non. C'est un exercice de foi pour porter haut ma demande. Ce qui se passe, on ne sait plus à qui il faut aller parler. Il faut s'adresser à qui? Et n'oubliez pas que le chef de l'État a prêté serment devant Dieu et les mânes de nos ancêtres. Il faudra s'adresser aux mânes de nos ancêtres. Le Tolegba est proche des mânes de nos ancêtres. Il faudrait que ce qui se passe désormais chez moi, il faudrait qu'on aille lui dire et qu'il porte ça, ce message vers les membres de nos ancêtres. Alors, vous avez reçu 41 plaintes, c'est ça? 41 plaintes, ça peut être la même plainte répétée 41 fois. Pourquoi 41 fois? C'est pour obliger, c'est pour obliger. Si quelqu'un vous parle 41 fois, vous êtes obligé d'écouter la personne. 41
je crois que c'est un chiffre fétiche pour se faire entendre spirituellement. Donc ce n'est pas une activité qui vise X ou Y. D'abord, le pouvoir, le chef de l'État, son trône est supporté par toutes les entités. Ce n'est pas un pouvoir d'enfant. Nous sommes dans l'ordre du spirituel. Ça, c'est clair. Donc, je ne suis pas naïf pour aller appeler le nom du chef de l'État. Je n'ai pas de problème personnel avec le président de la République. On n'a pas de problème personnel. Ce qui nous lie, c'est la cité. Et c'est la gouvernance. La démocratie dont nous parlons. Il en a besoin. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours faire recours à la psychologie des choses. La cour qui vient d'être créée par les gens. Si le président Talon pense un instant que demain je ne serai plus peut-être au pouvoir, attention, ce que je viens de créer là, ce n'est pas bien. Et j'ai peur. Peur pourquoi? Après le président Talon, il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vienne encore au pouvoir pour dire je vais encore utiliser ça. Alors vous avez dû recourir au Tolegba, vous l'avez expliqué, oui. Proche donc des man, oui. des ancêtres. Pour porter mon message haut par rapport à ce qui concerne, à propos de ce qui se passe dans ce pays, puisque tout va mal. La démocratie est bien en danger. Autrement dit, on ne peut pas réussir la gestion de la cité sans recourir aux valeurs endogènes. Ça y va de soi. Chacun est libre d'adresser les recours. Il y a un citoyen qui avait envoyé un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est cette voie que cette personne a trouvée crédible pour saisir. Il faut explorer toutes les voies. Il faut explorer toutes les voies. Y compris celles spirituelles. Raison de plus, après que j'aurais lancé la mienne, bon, d'autres jeunes ont commencé envers leurs églises, leurs couvents religieux. Bon, ça y va de soi. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas une activité dirigée contre la personne du chef de l'État, ni contre quelqu'un, mais contre tout le monde. Quand je dis tout le monde, tous ceux qui vont tenter, consciemment ou inconsciemment, de détruire cette démocratie, ils verront Tolegba au dos, ça c'est clair. Nous n'allons pas permettre. C'est la seule chose qui nous reste. Il y a cette tendance de plus en plus à recourir aux divinités, donc à demander l'apport des divinités sur la gestion de la cité. On l'a vu au cours des élections, on va même dire pendant la campagne électorale, mais même un candidat qui a invoqué les membres des ancêtres sur l'organisation même de l'élection. Cette propension à aller plus vers cette divinité, n'est-ce pas un glissement qui nous éloigne des tests, disons, qui régissent la démocratie, qui régissent la gestion de la cité, tel que vous le définissiez au début de cette émission? D'abord, nous sommes dans un pays laïque. Chacun exerce sa foi comme il attend. C'est de ça qu'il s'agit. On n'impose rien à quelqu'un. Ce que je m'en vais dire vers les Tolegba, c'est pour l'intérêt général. On demande aux Tolegba d'intervenir, de sanctionner, de punir éventuellement. Non. S'il doit punir, ça ne revient pas à moi de le lui dire. Moi, je dis ce que je veux, fais truc là pour le Bénin. Maintenant, s'il faut punir quelqu'un, ça ne revient pas à Prince Sono Aligbono. Moi, je commande, mais je ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Très bien, vous avez, et là vous l'avez dit en entier, votre nom, Prince Sono Aligbono. Qui dit Aligbono aujourd'hui, c'est très bien ce que cette famille représente en termes de la dignité religieuse. Vous êtes l'enfant d'eux. Tout à fait. Forcément, quand on évoque cette famille, on ne peut pas occulter d'Aligbono. Aujourd'hui, il y a une sorte de rumeur, vous allez confirmer,
cela ou pas sur cette famille, sur une sorte de malversation, de malcompréhension, je devrais dire, entre les enfants de ce dignitaire religieux respecté de tous? Qu'est-ce qu'il en est réellement? C'est un sujet, ça. En réalité, d'abord, je vais insister sur le fait que le tissu familial, fraternel, ne révèle aucune déchirure. Il n'y a pas de problème majeur dans la famille Alikbono. Ce qui se dit est faux. Ce qui se dit est faux et c'est vrai. Ce qui se dit est faux et vrai. D'abord, je rassure que la famille ne révèle aucune déchirure profonde. Mais il y a de malaise. Et ces malaises, j'aborde cette question juste à cause de mon père. Parce que mon père, personne ne doute de sa notoriété, personne ne doute de son autorité morale dans ce pays, personne ne doute de sa sagesse. Donc je ne souhaite pas qu'il soit rabaissé. C'est pourquoi j'aborde ce sujet, puisque mon père, c'est l'homme que j'aime le plus sur cette terre. Mais ce n'est pas bon qu'un frère manipule mon père contre moi. Il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation. Je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un, mais cette manipulation, ça doit cesser. Je vais vous donner 3 exemples clés pour ne pas faire trop d'histoire. Je crois en 2015, lors des élections communales, le maire Louis Katrokpo était allé sur une chaîne parce que le problème de positionnement se posait. Il y avait du bruit dans la cité. Les populations voulaient savoir pourquoi ne pas positionner Prince Sono Alikbono. Dans le temps, l'excellence, monsieur le maire, il était sur la braise. De telle façon, il a fait une sortie pour dire que c'est mon père qui a demandé de ne pas me positionner. Je dis que sur votre antenne, TVC, un fait. Je dis, mon père a dit de ne pas me positionner. Juste parce que j'ai dit que je ne ferai pas FCBE. Bref, de la manipulation. Fait 1. Fait 2. Les élections présidentielles passées. J'ai amené le candidat Patrice Talon. On m'a dit que j'étais un bandit. C'est pourquoi j'ai ramené le candidat bandit. C'était le deuxième fait. C'était le deuxième fait. On va aller au 3e fait. 3e fait, parlons de cette activité. Après le lancement de cette activité, il y a aussi de la manipulation. Toujours manipuler mon père contre moi, mais je mets toujours la hauteur. On a organisé une prière et le message qu'on a fait passer, c'est parce que je suis en train de maudire le chef de l'État et ce côté de la famille, ils sont venus pour prier pour lui. C'est que pour comment on appelle, monter le prince contre moi. Vous voyez tous ces 3 faits-là. Lors de des élections passées, on est allé jusqu'à demander de renvoyer ma mère de la maison. Alors, parce que cette dernière avait choisi de suivre le candidat de son fils, qui était le président Talon. Donc, manipuler jusqu'à ce point, je demande que le mal, je demande aux uns et aux autres de m'accompagner dans cette histoire-là. Puisque ce qui me fait mal, quand on montre mon père contre moi comme ça, il y a d'autres voix qui s'élèvent contre mon père. De telle façon que ça tue
la suprématie de mon père. Ça tue sa célébrité, ça tue son autorité. Donc je m'en vais dire qu'il faudrait que mon frère arrête un peu cette politicaillerie et que son frère a une vision plus large. Je ne regarde personne, j'avance dans ma ligne. Et que la paix y règne, c'est tout. Revienne. Oui. On va finir cette émission sur votre position, votre positionnement aujourd'hui. Quand on écoute votre discours, on a du mal à vous classer proche du chef de l'État. Êtes-vous de l'opposition désormais? Êtes-vous centriste? Ça va être la dernière réponse à cette émission. Oui, et d'abord, je m'en vais dire... lancer un appel à la jeunesse. Je souhaite que cette jeunesse-là aille à l'école du président Kandid Dazanaï. Je ne dis pas d'être comme le président Kandid Dazanaï, mais je demande d'aller à son école. Qui se trouve être l'un des opposants. Et cette école, donc je ne parle même pas de sa position d'opposition, mais aller à son école. L'école qui consiste à être ferme derrière l'intérêt général, à être de parole. Étant politicien, on peut avoir de parole. Cette école, la détermination, le courage. J'invite la jeunesse à cette école et déjà je fais un coucou à mon élève qui fait bien déjà, Guy Mitokwe, qui fait bien déjà son travail. Vous vous ralliez à M. Kandid Dazanaï, c'est ce qu'on doit comprendre? Kandid Dazanaï, je m'en vais souvent me ressourcer auprès de lui, comme auprès du président Soglo. Mais je dis, dans les prochains jours, nous en saurons davantage. Déjà, un groupe de jeunes souhaite bien mon adhésion à ce parti de valeur. Merci beaucoup à vous, Prince Sonon Aligbonon, manager des entreprises, PDG de la Fondation Sonon Aligbonon. Vous êtes un acteur politique clé, jeune, donc de la nouvelle génération de notre pays. Vous êtes venu donc décrypter l'actualité sur la gouvernance politique du président Patrice Talon, mais également sur la nécessité, dites-vous, de mettre nos valeurs culturelles, endogènes, au service du développement de notre pays, le Bénin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission version originale. À dimanche prochain. Merci.